Salut à tous, ici Draven. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon manga préféré all time. Si je vous dis que plusieurs décennies nous séparent d'un holocauste nucléaire ayant exterminé les trois quarts de la population humaine et où un homme vêtu de cuir décide de ramener la paix à grands coups de poing, vous me dites bien évidemment Hokuto no Ken, ou plus communément appelé par chez nous Ken le survivant. Mais avant toute chose, il est important que je vous explique que cette œuvre colossale, nous la devons à deux hommes, Tetsuo Hara en tant que dessinateur et Buronson au scénario. Tetsuo Hara a du mal à connaître le succès au début de sa carrière. Ses premiers mangas comme Mad Fighter, référence évidente à Mad Max 2, ou bien The Iron Don Quichotte, malgré des thèmes qui lui tiennent à cœur, Hara n'arrive pas à fédérer les foules. C'est précisément à cette période à laquelle il semble perdu que son éditeur Nobuhiko Ori lui porte conseil en lui suggérant un manga sur un expert en arts martiaux qui détruit les points vitaux de ses adversaires. Cette idée séduit Hara, comblant son envie de faire un manga d'arts martiaux et alliant sa connaissance des points d'acupuncture. Cette idée servit de ligne conductrice à Hokuto no Ken. C'est alors qu'après deux essais posant les principaux codes, les principales bases de cet univers, qu'il sera mis en relation avec Buronson pour le scénario, véritable talon d'Achille pour Tetsuo Hara. C'est alors que le récit de Hokuto no Ken se construit, mélange d'œuvres diverses, comme les films de Bruce Lee, passant par Mad Max 2, mais également d'autres œuvres affluentes japonaises, mais aussi américaines. Sa prépublication commence dans le Jump le 13 septembre 1983. C'est alors un véritable succès, à tel point que son adaptation télévisuelle déboule dès 1984 pour se finir en 1987 et le manga s'achèvera le 8 août 1988. Cependant, en France, l'histoire est tout autre. En 1987, le successeur de l'émission jeunesse Récréa 2 voit le jour, le Club Dorothée. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette émission a ouvert la voie à l'animation japonaise sur notre sol, servant d'étendard. C'est donc une évidence que Hokuto no Ken connaît un succès immédiat lors de sa diffusion en 1988, de par son histoire et sa violence graphique. Plusieurs groupes se liguent contre ce dessin animé, comme Famille de France ou le CSA, allant jusqu'à la députée Ségolène Royal. Après quelques épisodes doublés de manière sérieuse, les comédiens de doublage ne veulent plus doubler Ken le survivant, à cause de la violence émanante de l'œuvre. C'est donc sous la direction de Philippe Auguste, la voix française de Kenshiro, que le reste de l'œuvre sera donc massacré, en déconnant à mort sur la traduction et les voix des personnages, un véritable sacrilège qu'a commis l'équipe. Donc Hokuto no Ken devient culte pour nombre de mauvaises raisons. Cependant, je pense que beaucoup de gens ayant découvert ce dessin animé avec cette VF ont compris, malgré la déconnade, les vrais thèmes de l'œuvre. C'est pourquoi je remercierai jamais assez mon père pour m'avoir fait découvrir ce véritable bijou de la culture japonaise. Après vous avoir expliqué toute l'origine de Couteau, il est temps de vous parler un peu plus de l'œuvre en elle-même. En 1990, les explosions atomiques assèchent les mers et océans. Il ne reste alors plus que de vastes étendues désertiques. Là où la violence et l'anarchie règnent, un homme au torse marqué de 7 cicatrices surgit tel un missile dans un monde post-apocalyptique. Pratiquant un art martial mortel, le Hokuto Shinken, dont il est le descendant légitime, errant à la recherche de sa dulcinée, cela marque alors le long périple de Kenshiro. Là où Hokuto no Ken brille, c'est par son trait très fin et rustre à la fois, qui nous offre des personnages avec une lourde musculature, soit massifs, avec des yeux perçants, ce qui rend le chara-design très élégant. Notons que cet aspect graphique accentue énormément la violence de l'œuvre. Je trouve cela même étonnant que cette telle violence ait pu être prépubliée dans le Weekly Shonen Jump, un hebdomadaire dédié au manga. Tetsuo Hara excelle dans son dessin, s'améliorant de tome en tome. Bon nombre d'imitateurs ont tenté de singer son style graphique sans jamais l'égaler, comme par exemple Hirohiko Araki, grand créateur de Jojo Bizarre Aventure. Ce qui est marrant, c'est que Tetsuo souffre d'une déformation lui brouillant sa cornée et réussit malgré tout à accoucher de dessins qui auraient largement leur place dans une exposition. On remarque dans son style, néanmoins, une grande influence américaine dans les faciès des personnages,
comme Kenshiro qui au départ ressemble à Bruce Lee et au fur et à mesure que l'histoire avance, que le dessin s'affine, s'améliore, il ressemble de plus en plus à Stallone, ou bien Rao, frère de Kenshiro, ressemblant à Schwarzenegger, plus d'autres personnages sous-fifres ressemblant étrangement à Hulk Hogan ou Mr. T. Cependant, cela rajoute à certains cachets pop culture années 80, sans jamais trahir l'essence de l'œuvre, insister à un véritable chemin de croix à travers les yeux de Kenshiro. Et ce chemin de croix commence dès le début. Shin, l'ancien ami de notre protagoniste, kidnappe Julia, sa femme, lui gravant sur son torse alors les 7 cicatrices en forme de grand ours, constellation symbolisant le Hokuto Shinken. Cette histoire de vengeance dans le manga ne dure qu'un tome et demi et environ 20 épisodes pour l'anime d'époque. Ken, sur sa route, fera la rencontre de personnages très importants, les enfants, Lin et Bat, qui le suivront le long de son voyage. Ken arrivant dans la ville, la Croix du Sud, où réside Shin, alors terrassé et mourant, il avouera à l'héritier de la Grande Ourse que sa bien-aimée s'est suicidée pour préserver son amour. À ce moment-là du manga, l'histoire prend une direction bien différente des autres shonen, comme Dragon Ball par exemple. Kenshiro n'a pas un objectif défini, hormis celui de suivre son destin d'héritier d'un art martial mortel vieux de 2000 ans, apporter de nouveau la paix dans cet univers de désolation. Le destin est un thème clé de Hokuto no Ken. Tous les personnages suivent leur destin sans jamais broncher, comme en témoignent les 6 étoiles du Nanto Seiken. Le Nanto est un art martial opposé à celui de Hokuto. Rien que dans la façon de tuer, le Nanto Seiken découpe de l'extérieur alors que le couteau fait exploser de l'intérieur. Cette opposition est complémentaire, comme le yin et le yang. Quand le Nanto est troublé, le Hokuto survient. Après les retombées atomiques, le Nanto s'est divisé en 2 catégories. Ceux luttant ardemment pour la paix et ceux cherchant le pouvoir, cassant alors la cohésion, poussant l'héritier de la Grande Ourse à intervenir pour rétablir l'ordre. Ce que j'ai constaté durant ma lecture et visionnage à l'époque, c'est que certains combattants sont semblables à notre héros, comme le personnage de Rei, intervenant au tome 3, qui lutte de toutes ses forces pour établir la paix, mais profondément meurtri et cherchant vengeance envers l'homme qui a tué ses parents et kidnappé sa sœur. J'ai nommé Jagi. Le même homme et frère de Ken qui a fait passer Shin du mauvais côté. Ce que je trouve extraordinaire, c'est la qualité de l'histoire, de l'œuvre, la volonté du duo de Tetsuo Hara et de Björnsson de proposer une histoire non manichéenne. C'est là que le manga tape juste, malgré la violence abondante et de prime abord une vision fortement pessimiste de l'humain, de la condition humaine. Le thème principal est l'amour, moteur essentiel de chaque combattant de l'œuvre, les poussant à avancer malgré l'adversité. Ce n'est pas pour rien qu'il n'est pas rare de voir les larmes couler lors des combats, chaque combattant comprenant la souffrance de l'autre, comme un fardeau. Ce fardeau est associé au passé des personnages, servant à forger leur caractère, comme par exemple Shin, l'étoile du martyr, étant destiné à mourir pour l'amour, et ce fardeau, ce passé, en a fait des hommes profondément meurtris. Autre point important, c'est l'aspect biblique de l'œuvre, tout le symbolisme qu'il y a, servant à magnifier les combats et personnages, comme Toki, autre frère de Ken, équivalent de Jésus-Christ, n'hésitant pas à se sacrifier au début de l'Apocalypse pour protéger Ken et Julia des radiations atomiques. Voyant son corps mourir, il décide alors de se servir du peu de temps qui lui reste pour soigner les survivants de l'Apocalypse à l'aide du Hokuto. Je parlais auparavant de l'amour, de la tristesse et de la mort. Eh bien, ces éléments servent à servir le récit et à la transformation ultime de Kenshiro, le Muzu Tensei, l'ultime tristesse, qui est une transformation que Ken déverrouille en ayant compris la souffrance de chaque allié et ennemi tombé au champ de bataille, symbolisant l'espoir et les rêves de tous ceux qui sont morts à ses côtés. C'est là où Ken le survivant, Hokuto no Ken, est un manga culte, car tous ces aspects que j'ai énoncés, l'amour, la tristesse, la mort, la caractérisation des personnages en globalité, avec ce trait très massif, mais avec des yeux profondément humains, tous ces aspects ne seront jamais trahis. Du début du tome 1 jusqu'à la fin, c'est une véritable masterclass qu'on nous offre là. Cette masterclass est sublimée par l'adaptation animée, que ça soit avec les voix japonaises, qui sont d'une puissance rare. Je n'ai jamais retrouvé une telle qualité de voix dans un autre animé.
La musique d'une infinie tristesse, composée par Katsuhisa Hattori, est juste phénoménale, ayant parfaitement compris toute la dramaturgie de l'œuvre. À ce jour, à mes yeux, cette adaptation animée est la meilleure qui existe. Bien mieux conçue et pensée que les films d'animation récents d'il y a quelques années, ayant retranscrit en majorité seulement le côté épique de l'œuvre en délaissant complètement la dramaturgie, le côté fardeau, passé lourd des protagonistes antagonistes. C'est pourquoi, en tant que fan absolu de ce manga et de cet animé, je vous recommande de vous pencher plutôt sur le vieil animé que sur les films récents. Okuto no Ken est de mon point de vue une œuvre majeure de la culture japonaise. Quiconque s'intéresse au monde du manga et à l'animation japonaise se doit de la lire ou de regarder sa première adaptation animée. Car c'est bien simple, Okuto no Ken est un manga qui a ouvert la voie au manly manga. Le manly manga, c'est quoi? C'est un style graphique proche de celui de Ken le Survivant, avec des traits assez forts, avec des personnages assez musculeux, mais avec des thèmes profondément universels, comme l'amour. Et c'est là que Okuto no Ken a énormément influencé de jeunes auteurs, comme Kentaro Miura, auteur de Berserk, Hirohiko Araki, auteur de Jojo Bizarre Adventure. Malheureusement, en France, ce manga souffre d'un certain dédain, de par sa VF nanardesque, qui a donc connoté Okuto no Ken comme une œuvre de nanar, alors que c'est bien plus profond que ça. C'est une œuvre profondément humaniste et philosophique. C'est bien simple. Je n'ai jamais retrouvé un manga qui m'a autant bouleversé et influencé dans ma façon de concevoir, de penser la vie. C'est pourquoi c'est une œuvre qui se doit d'être lue par le plus grand nombre ou visionnée par le plus grand nombre. Car ce manga réalise un exploit pour un shonen, c'est d'avoir des thématiques empreintes d'une certaine philosophie sur la condition humaine, sur ce qui permet à l'humain de vivre, tant sur le plan de ses émotions que ses ambitions. Et toutes ces thématiques de destin, de tragédie, de mort, de tristesse, d'amour, sont des thématiques qui sont quand même très proches du seinen, car Okuto no Ken a cette manière très adulte et mature de traiter ces sujets-là, des sujets plutôt sensibles, ce qui le hisse pour moi au panthéon des œuvres cultes du manga, aux côtés d'un Dragon Ball Z, aux côtés d'un Senseiya, mais dans un genre qui lui est bien propre. C'est bien simple. Okuto no Ken, pour moi, je le placerai dans la même catégorie que Ashita no Joe au niveau de ses thématiques très adultes. C'est quand même assez troublant de voir qu'il y ait des œuvres qui sont conçues de base en tant que shonen, mais qui réussissent tout de même à dépasser ce cadre pour offrir une histoire plus mature, une histoire adulte, se servant des codes du shonen pour initier quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. C'est pour ça que moi je l'associe, comme je l'ai dit précédemment, à Ashita no Joe, parce que dans sa manière de traiter l'humain, le sens de la vie, c'est tout aussi intelligent dans son approche. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire sous la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.